il y a un texte de loi, le Cloud Act, qui permet au gouvernement américain Oui. de se saisir de mes données. Absolument. Ça, je suis pas sûr que le grand public en ait totalement conscience. C'est très compliqué parce qu'en fait, le numérique aujourd'hui, c'est un millefeuille. Mhm. On doit continuer de faire ce développement, mais à ce rythme, il peut nous falloir encore 20 ans ou 30 ans pour générer un big tech. Alors, le narratif est plutôt de dire ils sont open source et ce qu'ils font est bien pour l'humanité. Non, c'est pas neutre. Ils ont libéré un modèle en open, pas open source, parce qu'en fait, il y a plein de restrictions. Et ils ne donnent surtout pas les sources, puisqu'évidemment, ils ont pillé l'Internet. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de AI Corner. Aujourd'hui, on va parler open source et souveraineté européenne avec Yann Lechel, qui est le CEO de Probable, ancien CEO de Scalway et qui est un des partisans les plus vocales et les plus impliqués dans la souveraineté AI européenne. Et je pense qu'on va passer un très bon épisode. Yann, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour commencer? Merci Thomas, ravi d'être là avec toi. Alors, ma carrière gravite autour du logiciel. J'ai commencé à coder, j'avais 10 ans. Et j'ai commencé en tant que développeur, ingénieur dans des entreprises de logiciels financiers, dans les dessins animés. Et suite à un MBA à l'INSEAD, je suis devenu entrepreneur. Et sur les 25 dernières années, finalement, à travers mes différentes entreprises, start-up, j'ai développé cette sensibilité sur cette notion de souveraineté, ou en tout cas cette non-souveraineté européenne, parce que nous sommes en retard. Voilà, donc c'est ça qui est le fil rouge finalement de ma carrière, c'est baigner dans un environnement qui est largement culturellement ancré aux États-Unis. Et ça commence avec la Silicon Valley en 1971, qui est ma date de naissance en fait, le terme Silicon Valley, et qui aujourd'hui domine la scène. La technologie n'a jamais été aussi politique. Donc voilà, mon parcours est celui de quelqu'un qui s'est construit dans cet environnement. J'ai travaillé aux États-Unis également, et j'aime beaucoup les États-Unis ainsi que ces grandes entreprises américaines, mais ma frustration aujourd'hui, elle est ici, en France, en Europe, et je considère qu'on a beaucoup de choses à faire et on doit rééquilibrer. Voilà, juste pour poser le cadre un peu de cette discussion, effectivement, quand on regarde les stacks technologiques des entreprises européennes, c'est 99% du stack américain. Parce que on va avoir du cloud chez Amazon, Google ou Microsoft, parce que le hardware c'est aussi américain et finalement on se retrouve avec très peu de souveraineté parce que tous les outils technologiques qui sont développés et gérés par les Américains. Et aujourd'hui, plus qu'avant, peut-être on commence à se poser la question, peut-être qu'on s'est posé la question trop tard, en tout cas on se pose la question. Alors c'est cette question finalement des grands équilibres ou des grands déséquilibres. Donc j'ai été directeur général de Scalway pendant 3 ans et mon concurrent principal était AWS. Peut-être que tu peux définir rapidement Scalway pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Scalway est un acteur cloud français qui est une filiale du groupe Iliad et qui fait partie des quelques acteurs assez conséquents en France sur le cloud. Donc on a OVH évidemment qui est bien connu, qui avoisine 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Scalway et Outscale qui sont loin derrière en réalité sur le chiffre d'affaires, mais ces 3 acteurs cloud sont dans la 2e division, loin derrière la 1re division qui elle est trustée par AWS en tête, Azure pas loin derrière et Google Cloud qui est finalement loin derrière les 2 premiers. Donc il y a vraiment un grand écart entre la 1re division des hyperscalers américains, la 2e division dans laquelle les Français se trouvent, et d'autres à travers le monde, en Allemagne aussi, et dans d'autres pays, mais cette distance fait que la consolidation continue de s'accélérer chez ces acteurs dominants. Et tu évoquais 99, en réalité, on parle de 80% du cloud européen qui est concentré chez 3 acteurs américains. Donc c'est colossal. Et d'autres chiffres tournés en 2022, on parlait de OVH qui est le plus gros en France, plus Deutsche Telekom qui est le plus gros en Allemagne à l'époque, ne représentait que 2% du cloud européen. Ce qui veut dire qu'on est dans des proportions anormales
par rapport à quelque chose qui est devenu critique. Donc cette notion de souveraineté ou d'indépendance stratégique est devenue très conscientisée aujourd'hui parce que on comprend que la structuration de la société passe par le numérique et par conséquent, et donc on peut évidemment aller plus au fond de la question, les Américains, à travers évidemment leur offre commerciale qui est tout à fait légitime, mais aussi des textes de loi comme le Cloud Act américain qui est issu du Patriot Act, qui est issu des événements de 9/11, le 11 septembre, donne aux Américains un pouvoir total. Tu peux détailler un petit peu cette liaison en fait entre ces trois choses qui a priori n'ont pas forcément de lien à première vue Oui. En réalité, les Américains ont toujours eu cette capacité d'aller chercher de l'information à travers la NSA, etc., etc. Mais le 9/11, donc l'événement du 11 septembre, a fait que les Américains ont voulu avoir encore plus d'informations pour contrer le terrorisme. Et tout ça a été intégré dans des textes de loi, donc le Patriot Act, qui visait à contrer le terrorisme. Et ensuite, s'en est suivi d'autres textes de loi, comme le Cloud Act, et les lettres cloud signifient évidemment cloud, mais aussi d'autres termes, j'ai oublié l'acronyme, mais qui donnent tout pouvoir aux États-Unis auprès d'acteurs américains, dont les hyperscalers, qui se trouvent être déployés physiquement en France, par exemple, et dans un modèle as a service. Donc, on parle de IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service. Donc, toutes ces technologies qu'on consomme au quotidien, dont nous sommes locataires, fait que nous transférons des informations personnelles, parfois sensibles au niveau de nos entreprises, parfois même les administrations publiques, parfois nos ministres, voire même notre président de la République, ont des communications qui tournent sur ces réseaux. Et finalement, les Américains, en tout cas le gouvernement américain, a des textes de loi qui leur permettent d'intervenir, d'espionner, de prélever toute information sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Quand moi, mon entreprise, elle utilise AWS, dans un serveur AWS en Europe, il y a un texte de loi, le Cloud Act, qui permet au gouvernement américain de se saisir de mes données. Absolument. Ça, je suis pas sûr que le grand public en ait totalement conscience. C'est très compliqué parce qu'en fait, le numérique aujourd'hui, c'est un millefeuille. Ça commence évidemment par le contrat d'énergie. Alors l'énergie en Europe, elle vient de notre industrie nucléaire, donc on a la chance d'avoir une énergie peu chère et peu polluante. Donc ça, on le maîtrise. Mais juste au-dessus, il y a des data centers dans lesquels il y a des ordinateurs qui sont des serveurs, souvent des ordinateurs avec des puces américaines. Mais au-delà de tout ça, il y a du logiciel qui s'empile entre la couche infrastructurelle et l'applicatif. Mais même au niveau applicatif, la plupart des grandes entreprises utilisent Teams et Office 365, qui est l'offre dominante en entreprise. Des startups où je pense qu'on utilise allègrement Google Workspace, qui est une solution très agréable, qui est une alternative à Office 365. En fait, ces outils-là sont hébergés, évidemment, chez ces mêmes entreprises qui fournissent le cloud. Et donc, voilà, nos données remontent aux États-Unis. Même si elles sont parfois hébergées localement en France, tout ça est connecté à cet acteur américain. On les appelle les hyperscalers, mais ce sont les big tech. Et ces big tech sont devenues tellement gigantesques qu'en fait, elles ont à la fois capté la majorité du marché, elles sont en position dominante, voire même anti-compétitive. On parle de monopole ou d'oligopole. Et c'est tout le problème. On est arrivé à une telle dépendance, combien même ils aient ces textes qui leur permettent d'espionner, en fait, ils le font à une telle échelle qu'ils ont tout pouvoir. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. En quelques mots, toi, c'est quoi ta lecture de comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Ouais. On est arrivé là parce que l'Europe est permissive. L'Europe est un projet qui n'est pas complètement achevé d'un point de vue de la Fédération européenne. Donc la structuration finalement s'est faite sur 80 années après-guerre. Donc on peut remercier les Américains de nous avoir sauvés de nous-mêmes. Mais voilà, ce modèle arrive un petit peu à sa fin.
notamment parce qu'il y a cette tension entre les États-Unis et la Chine. Donc aujourd'hui, on prend conscience de notre faiblesse, de notre porosité. Le marché européen est un marché riche, avec finalement plus de citoyens qu'aux États-Unis. Donc on devrait être capable de s'organiser, faire plus, parce qu'on a les moyens, concrètement. On a le talent, on a... Le marché européen, il est plus grand que le marché américain. Absolument. Normalement, ça, c'est pas impossible. Voilà. Donc, on a les moyens financiers parce que nous sommes un ensemble d'économies plutôt riches. On a atteint peut-être un plateau, mais en tout cas, tout va bien. L'éducation est merveilleuse, les gens sont sophistiqués. On crée des ingénieurs qui sont en plus créatifs et les Français sont pas les derniers, au contraire, avec une excellente école d'ingénierie en mathématiques appliquées et en IA. Donc la France est peut-être même à la pointe, en tout cas au niveau de la formation et au niveau de la capacité de maîtriser cet aspect-là. En revanche, la partie économique ou géoéconomique est très faible, puisque les marchés libres, avec cette naïveté européenne qui pensait que finalement c'était ce néolibéralisme qui allait tout résoudre et favoriser le consommateur final, non. On n'a pas favorisé les entreprises locales et donc on a presque sous-traité et on devient locataire de cette technologie qui s'est développée massivement aux États-Unis avec des capitaux, avec une méthode, avec une vraie volonté de développer tout ça. Et voilà, c'est 30 ans de laisser faire en imaginant que les marchés allaient tout résoudre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est un peu lié, mais une incapacité du marché européen à financer l'innovation? Tu parlais des cerveaux européens. Il y a beaucoup d'Européens en fait qu'on retrouve dans les startups américaines très fortes. Il y a beaucoup de startups européennes qui sont financées par les Américains. Je pense à Mistral. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de capacité de financement ou peut-être de culture Il ne faut pas dire qu'il y a un problème parce qu'en réalité, les États-Unis financent via le capital risque depuis presque 100 ans. Silicon Valley depuis plus de 50 ans. Donc, on est dans des systèmes qui prennent du temps. Donc, si on voit par exemple les entreprises dont on parle, Google, c'est peut-être le petit dernier de la bande, mais Google a quand même plus de 20 ans. Il faut des décennies pour en arriver là. Donc Mistral vient juste de sortir, c'est un bébé, un embryon. Bon, Apple, Microsoft sont des entreprises qui ont 50 ans. Mais ces acteurs-là se structurent depuis la Silicon Valley, depuis des décennies, avec évidemment beaucoup de capitaux, un marché unique, massif tout de même si l'Europe a plus de citoyens, c'est un marché fragmenté. Mais nous, au niveau du capital risque, on emprunte le playbook américain que depuis 2 décennies. Donc on est très en retard dans cette structuration du financement de l'offre. Et pourtant, Paris, d'ailleurs qui vient d'être classé 4e récemment dans les villes les plus dynamiques en entrepreneuriat. Donc Paris, évidemment, comme Berlin et Londres. Londres est habituellement devant nous. Mais là, dans la dynamique, on vient de les dépasser. Bon. Mais Londres est en avance sur cet écosystème du financement des startups. Mais tout ça pour dire que on se développe, ça prend des décennies. Je me souviens, mais moi, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur à Paris. On est parti de rien. Il y avait rien il y a 25 ans et aujourd'hui, on a presque tout. Mais il nous manque la masse critique. Il nous manque un marché unique européen parce que Paris, c'est varié. En France, qui est un pays de taille moyenne, en Europe. Donc voilà, il faut considérer la globalité, il faut considérer le temps qu'il faut. Donc on doit continuer de faire ce développement, mais à ce rythme, il peut nous falloir encore 20 ans ou 30 ans pour générer un big tech. C'est pas suffisant. Le capital risque n'est pas suffisant. Donc, on peut toujours dire c'est un problème, il faut plus de capitaux. C'est toujours vrai. Il faut toujours plus. Non, en fait, il faut changer quelque chose. Il faut changer le software. Ok. Donc, en gros, depuis des années, les Américains, ils ont pris une avance incroyable et donc aujourd'hui, c'est prédominant dans les technologies. J'ai l'impression que peut-être par rapport à l'instabilité géopolitique, peut-être par rapport à d'autres choses, il y a une sorte de changement de narrative un peu en ce moment. Moi, je repense souvent aussi à DeepSeek, mais surtout à ce qui s'était passé avant. Il y avait c'est un peu anecdotique, mais il y avait cette vidéo de Sam Altman qui est en Inde. Et il y a une personne du gouvernement indien qui lui dit « Mais vous pensez que nous, on pourrait aussi développer une IA forte ?» Et Sam Altman lui rit au nez en disant « Mais vous pouvez essayer, ça n'arrivera jamais. » Et puis, quelques mois après, DeepSeek sort, qui est très puissant, avec moins de moyens. Donc, j'ai l'impression que ça, plus aussi une sorte de prise de conscience du fait que c'est important que chacun puisse avoir ses propres
IA ou technologies même plus largement souveraines, la narrative, elle est un peu en train de changer. Oui. Et de part aussi beaucoup l'open source, en fait. Oui. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion, et on pourra parler de Probable et de Scikit-Learn, mais bien sûr. J'en suis arrivé à la conclusion, après mon parcours d'entrepreneur sur des sujets de réseaux sociaux, des sujets de App Store, des sujets d'assistants vocaux comme Snips, qui est quelque part une espèce de alternative à Siri, Alexa, donc toujours ces solutions. Qui est une de tes premières... une des startups qu'on a dû céder à Sonos, l'entreprise qui vend des enceintes intelligentes. Donc finalement, je me suis confronté aux GAFAM presque systématiquement depuis 25 ans. Ouais, c'est ce que tu disais. Tu l'as vu, tu l'as vécu. Je l'ai vécu, j'ai les cicatrices qui vont bien. Et finalement, c'est très difficile parce qu'ils ont atteint une telle masse critique que c'est très difficile de pénétrer leur marché. Mais aujourd'hui, on a une convergence qui fait qu'il y a une prise de conscience d'une part. Et d'autre part, évidemment, ce moment ChatGPT a été saisissant. Donc, c'est pas le fait de Sam Altman. Au contraire, c'est plutôt les autres fondateurs d'OpenAI qui ont capté toute l'attention du monde sur ce produit qui était issu d'un papier de recherche de chez Google en 2018. Donc c'était la science ouverte qui a donné en tout cas les clés pour développer tout ça. Et finalement, cette équipe d'OpenAI a levé énormément d'argent pour faire quelque chose que l'on ne pensait pas possible peut-être il y a 5-10 ans, c'est-à-dire de générer un modèle large, les LLM, Large Language Models. Et voilà, tout le monde a été choqué parce que voilà, cette machine, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en fait, manipule le langage mieux que l'humain. Ouais. Et c'est pourtant ça qui nous distinguait de l'animal. Donc, on est un petit peu saisi par ce moment-là. Donc, il faut beaucoup de capitaux, il faut beaucoup de microprocesseurs, en tout cas des GPU de NVIDIA. Et donc, Sam Altman, lui, il est dans la course vers le plus. C'est l'argent qui lui donne sa différenciation. Et ensuite, évidemment, il y a le produit qui se distingue. Mais ce qui s'est passé avant DeepSeek, en réalité, c'est plutôt Meta qui a arsenalisé, qui a weaponized l'open source, il me semble. C'est pas comme ça qu'ils le disent, donc leur narratif est plutôt de dire voilà, ils sont open source et ce qu'ils font est bien pour l'humanité. Non, c'est pas neutre. Ils ont libéré un modèle en open, pas open source, parce qu'en fait, il y a plein de restrictions. Et ils ne donnent surtout pas les sources, puisqu'évidemment, ils ont pillé l'Internet pour créer ce modèle. Comme tout le monde, Donc, les langages, les large language models ont pillé le contenu sur Internet sans demander la permission aux ayants droit. Donc, ils ont libéré ce modèle. C'est la fin de la propriété intellectuelle. Alors, c'est la fin. C'est pas gagné, parce qu'en réalité, les ayants droit ont toujours des droits. Et on vit dans des états de droit. Et qui ont été pour l'instant bafoués, et il n'y a pas encore de solution pour ça. Voilà, donc ça reste compliqué, mais en tout cas, on comprend très bien que la connaissance de l'humanité a été condensée dans un fichier massif qui ensuite permet de restituer une partie de cette connaissance sous forme de séquences de mots qui fait plus ou moins de sens, qui est plus ou moins hallucinant ou plus ou moins concret, qui émule quelque part la pensée humaine. Mais Meta a libéré un modèle, l'a mis sur étagère, à la disposition de tous, au moins pour jouer, pas forcément pour le mettre en production, ce qui a déclenché finalement une vague d'émulation, donc du côté du logiciel libre, même si c'est pas exactement la licence employée, ce qui a donné Mistral, ce qui a donné DeepSeek. Ouais, c'est intéressant cette relation au Murphy là que tu donnes. J'aimerais juste revenir sur ce que tu dis par rapport à Meta, parce que je trouve que c'est assez sous-expliqué ce sujet-là. Mais en fait, c'est de la guerre économique, le mouvement de Meta. C'est de se dire bon, on va pas être capable de compete, de battre OpenAI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un modèle aussi efficace ou si possible le plus fort possible, et on va le rendre gratuit pour les obliger à ne pas pouvoir mettre leur prix trop haut, pour les obliger à innover, et on va faire de la guerre économique dans ce sens-là via l'open source en fait. Mais c'est même plus malin que ça. C'est-à-dire qu'ils nous font travailler, nous tous, gratuitement pour eux. Parce qu'on va prendre le modèle, puis ensuite on va le travailler, on va faire du fine-tuning, on va créer une application, puis on va leur rendre du feedback, et pouvoir observer tout ça. Et en fait, tout cet écosystème contribue à, évidemment, distribuer la connaissance, la technique, la technologie, ce qui baisse la barrière à l'entrée et qui coupe l'herbe sous le pied de l'acteur dominant. Meta est une entreprise mercantile.
Ce qui compte pour Meta, c'est sa marge. Ah oui, ils font pas ça pour le bien de l'humanité, a priori. Non, a priori non. Alors, même s'ils ont une sensibilité, on peut leur attribuer PyTorch, qui est cette bibliothèque de machine learning qui, elle, pour la peine, est véritablement open source. Alors, ça vient aussi avec quelques contraintes, mais PyTorch est véritablement open source, alors que le modèle, il est à peine open weights. Tu peux un petit peu expliquer la différence entre les deux? Oui. Alors, l'open source, le terme source signifie code source, donc c'est le code informatique, et il y a 4 grandes lois qui font que dans les licences véritablement open source, qui sont listées sur le site de l'OSI, l'Open Source Initiative, il y a 200 licences qui expliquent ce que c'est que l'open source, c'est que l'on peut inspecter le code, on peut le modifier, on peut refaire l'objet final, alors que les LLMs, les Large Language Models, sont des artefacts. Ce sont des produits dérivés de 2 choses. C'est des produits dérivés de la donnée en entrée, un corpus de connaissances, et des logiciels qui vont générer ce modèle. J'essaie de comprendre quand tu dis produits dérivés de la donnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la donnée de Mais base. Non, c'est ça. Donc en fait, normalement, dans un modèle open source, si on fournit un modèle large de langage, on devrait pouvoir le recréer. Avoir accès à tout. Avoir accès à tout. Or, comme ces données ont été pillées, personne ne révèle exactement les données. Alors, il y a quelques modèles véritablement open source, mais ils sont plutôt d'une génération antérieure. Et surtout, comme ils n'ont pas pu piquer toutes les données, ils sont un peu moins bons. Ouais. Mais en tout cas, les techniques sont largement connues par tous aujourd'hui. Et on va dire l'openness, c'est-à-dire la tactique de distribuer librement certaines choses, dont les modèles, même si la licence est questionnable et la terminologie, on est quand même dans l'époque du open source washing. C'est-à-dire qu'on en arrive là, et même il y en a d'autres qui vont aller plus loin, qui vont faire du sovereignty washing, qui vont nous vendre des solutions soi-disant souveraines alors qu'elles ne le sont pas. Bref. Donc il faut faire très attention, il faut déconstruire tous ces concepts. Mais moi, c'est ce que j'avais un petit peu reproché à Mistral, avec ma compréhension du sujet. Donc tu me diras, mais c'est d'expliquer que c'était un modèle open source, alors qu'en fait, d'expliquer que Mistral était open source, alors qu'en fait, Mistral n'était selon moi pas forcément open source, parce qu'il y a une version open, gratuite de test, et en fait, la finalité, c'est une version qui est payante, et c'est ça le vrai business model. Donc, toi, c'est quoi ta lecture, peut-être, si tu peux nous éclairer sur l'open source de Mistral, notamment? Alors, il faut bien distinguer le logiciel libre des années 70-80, qui ont ensuite... Donc, le logiciel libre, c'est radical. C'est un logiciel, le code source est libre, il est gratuit. Mais tout ça n'est pas très compatible avec le business. Donc, il y a eu une redéfinition open source, qui, elle, peut être compatible avec du business, mais il ne faut pas mélanger open source et business model. Ouais. Donc, open source, il y a des qualités dans l'open source qui font qu'on peut inspecter, on peut auditer, on peut refaire, on peut modifier à la marge. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça donne de la maîtrise, de la connaissance, etc. Donc ça, c'était évidemment, on va dire, les 30-40 dernières années où on a eu cette définition de l'open source. Mais le modèle, produit dérivé, a d'autres propriétés. Donc, il faut bien distinguer tout ça. Mistral est une entreprise qui a été créée comme une entreprise commerciale. Ce n'est pas un laboratoire de recherche, contrairement à QTI, par exemple. Bien sûr. Donc, l'objet de Mistral, c'est de faire de l'argent. Et comme ils ont levé beaucoup, beaucoup d'argent aussi, l'objet des investisseurs, c'est de récupérer encore plus d'argent sur leur mise. Donc, eux recherchent un intérêt financier, un retour financier. Donc, Mistral doit évidemment trouver un business model, mais ils ont été malins, ils ont vu ce qui s'était passé avec l'AMA 2 de Meta, ils ont dit, tiens, pour nous faire connaître, on va faire un modèle de bonne qualité, ils ont été brillants, et ils ont utilisé la distribution libre, on va dire open source encore une fois, entre guillemets, pour se faire connaître, et ils ont été sur Twitter, ils ont mis un lien magnet, très malin. Est-ce que c'est un peu ça l'open source washing ? Pas forcément, parce que le modèle, il était véritablement en accès libre, mais il est tactique. Et c'est ce que j'appelle une stratégie open source, plus qu'autre chose. En revanche, le open source washing, c'est de mentir sur la marchandise. Ouais, d'accord. Donc, alors, j'étais à une conférence chez Meta hier. Yann Lequin, pour une fois,
a dit que c'était un peu galvaudé, que le terme open source était un petit peu utilisé à tort et à travers. Ouais, donc Zuckerberg, il va être content. C'était en français, donc en fait, finalement, ça se saura peut-être pas, mais donc on voit très bien que la maison mère utilise le terme galvaudé, on fait de la publicité, etc. Donc on est dans l'open source washing. Ouais. Il force un peu le trait. Sémantiquement, c'est faux. En revanche, si on regarde bien, c'est pas trop le sujet, en fait. Donc, le modèle de Llama, par exemple, il est interdit d'usage en Europe. C'est pas ce qu'on appelle open. Hein. Ah oui, parce que justement, pour ne pas devoir se confronter à la RGPD. C'est ça, ou d'autres régulations comme le AI Act. Donc, en fait, il se soustrait à la régulation en disant, bah voilà, finalement, on n'avait pas le droit d'utiliser. C'est pas l'esprit open source. Ouais, bien sûr. Donc, il faut bien distinguer. Il y a des gradients d'open source, des gradients d'openness. Mais l'open source, c'est à la fois une philosophie pour certains, qui sont plutôt du côté du libre absolu. Ouais. Donc, on est vraiment dans une transparence totale et c'est presque philosophique. Et ensuite, il y a les stratégies ou les politiques industrielles open source qui, elles, vont aller plus ou moins loin sur le curseur. Ok. Et toi, tu en étais venu un peu à la conclusion que cette stratégie open source, c'était une clé de la souveraineté européenne. Et oui, c'est peut-être notre seul espoir. Ok, et c'est ça que j'aimerais qu'on creuse. Oui. Donc, si on reprend le début de notre conversation, et j'en suis arrivé à ce constat, je ne viens pas du logiciel libre moi-même. Alors évidemment, j'en ai fait, j'ai contribué, j'ai même écrit des projets qui ont été largement diffusés et intégrés dans 170 millions d'iPhones. D'accord. Quoi comme projet ? En fait, c'était à une époque, en 2013-14, Apple a violemment enlevé un identifiant de tracking qui permettait de traquer la publicité, qui permettait de savoir qui mérite d'être payé combien pour quelle publicité exposée. Et donc c'était violent, ils ont enlevé l'identifiant unique qui permettait de traquer. Donc certains en abusaient, d'autres l'utilisaient de manière légitime. Et moi-même, j'avais une entreprise qui faisait de la publicité pour des applications mobiles, AppsFire. Donc Apple, plus tard, a tué ma boîte. Mais entre deux, j'ai imaginé un modèle où, avec 2 fichiers open source, les régies publicitaires pouvaient intégrer ces fichiers et créer une espèce d'identifiant unique, redondant. Et finalement, ça s'est distribué comme un feu de paille et ça s'est retrouvé dans 170 millions d'iPhone. Et ça a créé une alternative à l'identifiant unique qu'Apple avait enlevé. Ok, parce que le tracking, moi j'ai commencé dans le digital et la data dans les années 2014, et donc le tracking c'était la clé de l'advertising, donc c'est vraiment un truc important. Ouais. Donc ce logiciel open source finalement a contré Apple, et l'open source finalement c'est l'outil du challenger. Quand il y a un acteur dominant, il faut lui couper l'herbe sous le pied avec de l'open source. C'est ce qu'a fait Mistral, c'est ce qu'a fait Google avec Kubernetes, c'est ce qu'a fait Microsoft avec Azure, en mettant Linux plutôt que Windows NT pour être efficace et rattraper AWS. On le voit tous les jours. Anthropic, qui développe MCP. C'est vrai, qui finit par être adopté finalement assez rapidement par les gros Américains d'ailleurs. Voilà. Donc c'est devenu un outil qui permet de faire connaître la marque, qui permet d'aller plus vite que le concurrent qui lui est dominant sur une prise un petit peu refermée sur lui-même. Donc on voit ces mouvements. Et très souvent, c'est l'openness qui permet de créer la brèche dans laquelle s'insérer. Et l'openness, en fait, c'est un peu un lâcher-prise. Donc l'idée, c'est d'assumer la position de challenger de l'Europe et de se ranger derrière l'open source pour exister dans cette bataille. C'est ça. Donc si on a évidemment le constat qu'on accepte avec humilité que l'Europe est loin derrière les États-Unis et la Chine, alors on peut adopter cette posture tout en faisant le reste, continuer à financer les startups, continuer à commencer peut-être à faire un peu de protectionnisme quand même, de patriotisme européen au niveau économique. Comment est-ce qu'on développe une entreprise ? Parce que toi, tu es chef d'entreprise qui est open source. Parce que du coup, il faut aussi trouver des sources de revenus. Comment tout ça se fait ? Donc, je te laisse nous parler un petit peu de Probable. Alors, Probable est une entreprise. Probable, excuse-moi. Oui, mais ça se dit en français et en anglais, donc c'est la probabilité. On est sur un sujet statistique, mathématique. Donc Probable sans E. Probable.ai, puisque c'est une entreprise d'intelligence artificielle à travers ses outils. C'est une entreprise unique, dans le sens où elle est basée sur un actif
extraordinaire dont personne ne connaît l'existence en dehors des data scientists. Il s'agit de scikit-learn. Donc scikit-learn, c'est une bibliothèque de machine learning Python. Ça signifie Scientific Toolkit for Machine Learning, qui est une bibliothèque d'algorithmes mathématiques appliquées qui permet de faire de l'apprentissage automatique, supervisé, non supervisé. Donc on n'est pas dans la Gen AI, on est plutôt dans ce qui existe depuis 10-15 ans pour créer des modèles sur des données quantitatives, tabulaires. Tu l'as très bien dit, mais peut-être pour remettre une couche là-dessus, en fait, la Gen AI qui a émergé depuis 2 ans, qui a donné... sur le langage. Sur le langage, qui a donné un éclairage sur l'intelligence artificielle. Oui. Finalement, c'est peut-être la cerise sur un énorme gâteau d'intelligence artificielle qui existe depuis des années, qui sont utilisés... moi, tu vois, quand j'étais dans la publicité, on utilisait du XGBoost, on utilisait des algorithmes de machine learning pour faire de la probabilité. C'est ça. Et donc, scikit-learn est un des fondamentaux de cette data science. Je te disais un peu en off tout à l'heure, quand moi j'ai appris à faire du Python, tout de suite on m'a dit il faut que tu ailles là-dessus. Et du coup j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait c'est totalement open source. Et oui, en fait ça a été développé par une équipe de chercheurs à l'INRIA et ils ont développé cet outil pour eux-mêmes parce qu'ils pensaient que c'était utile de le faire pour évidemment faire cette recherche sur les données. Donc l'émergence de la science des données est elle-même liée à l'émergence du big data, etc. Donc en fait, on est sur quelque chose d'assez récent. On est sur une quinzaine d'années, on va dire. Mais scikit-learn a été développé pour répondre à ces besoins émergents. Et finalement, scikit-learn, donc fort de ce développement plutôt calme sur le temps long, avec une volonté non mercantile de créer des outils pour les besoins des chercheurs, par eux-mêmes, se solde par 2,5 milliards de téléchargements. 100 millions par mois. Récurrent, tous les mois. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. 100 millions, pas encore, ça ne fait que ça augmente tout le temps. Puis je suis pas étonné parce que comme je te dis, moi j'ai appris ça il y a quelques années, donc il y a un an ou deux, mais du coup j'ai téléchargé scikit-learn, j'avais pas le choix, donc en fait ça fait partie des fondamentaux. C'est les fondamentaux, c'est le tournevis dans la boîte à outils du data scientist, et personne ne savait véritablement que c'était français ou développé en France, en tout cas majoritairement, parce que c'est un projet collaboratif. Faut pas oublier que l'open source, souvent, c'est une communauté de personnes qui, sur GitHub par exemple, contribuent. Il y a des règles de la gouvernance qui fait que seuls certains ont le droit de valider les changements de code. Donc c'est le cas ici. Mais donc on est sur un projet à la fois collaboratif, mais avec un centre de gravité qui était basé sur le plateau de Saclay. Et ce projet-là, en fait, est devenu le tournevis dans la boîte à outils de tous les data scientists. Et l'État français a décidé finalement d'identifier, enfin identifier cet actif. Surprenant, on a un actif que la planète entière utilise. Dans les 100 millions de téléchargements, il y en a 97 millions qui sont en dehors de la France. 87% à l'export. Donc on est sur un objet d'intérêt général qui est un cadeau à l'humanité. C'est incomparable. Je pense pas que ça existe en fait. Des choses aussi avec un reach aussi fort, aussi international. De manière très horizontale, les langages de programmation, Python par exemple. On est sur des technologies qui sont open source, accessibles à tous, mais on est sur des substrats très horizontaux. Là, on est sur une niche, on va dire. C'est vraiment la data science. Donc c'est pour les personnes qui ont des compétences en sciences des données, c'est pas évident. J'ai moi-même pas le niveau pour être certifié par les propres certifications qu'on délivre maintenant. Donc je ne suis pas data scientist, moi je ne suis que l'entrepreneur qui valorise tout ça maintenant. Mais scikit-learn, c'est cette chose que la France a enfin identifiée. Et donc entre le projet France 2030 et des budgets autour de l'IA dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, ils ont décidé d'allouer un budget pour développer scikit-learn au-delà de ce qu'il était, développer des communs numériques autour de la science des données, mais avec des demandes explicites pour que le projet soit autonome à un moment donné. Parce qu'en fait, on est arrivé sur un plateau de stabilité au niveau de cette technologie, et donc probablement il fallait en faire autre chose, il fallait transcender l'objet pour éviter qu'il ne meure sur le temps long. Et c'est là où cette équipe de scikit-learn est venue me chercher. J'étais disponible, et moi-même, avec mon propre cheminement, je suis arrivé à la conclusion que peut-être l'open source est notre seul espoir pour s'en sortir. Donc il cochait toutes les cases. On est sur un projet important, d'envergure internationale, qui permet de faire que cette technologie se distribue à tous,
Et donc, j'en ai fait une entreprise à mission de souveraineté. Mais de souveraineté par l'open source. Une entreprise à mission de souveraineté. C'est intéressant comme terme, c'est fort. Parce que la souveraineté, en fait, c'est les conditions d'une autonomie. Donc, une nation a des considérations de souveraineté, évidemment, au niveau de ses frontières. C'est un terme qui est assez régalien sur les considérations de défense. Mais la souveraineté numérique au sens européen, c'est plutôt notre autonomie stratégique ou notre capacité d'être à la table de négociation, tout simplement. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, il faut développer tout ça. Et cet actif-là est merveilleux. L'équipe est venue me chercher. J'ai proposé un modèle un peu unique, justement pour ne pas se retrouver dans une situation où finalement on revendait encore cette boîte à des Chinois, des Américains, peu importe. On perdait encore la propriété intellectuelle et la valeur fondamentale. Donc, on a créé une entreprise particulière et Probable, donc, devient la maison dans laquelle Scikit-Learn s'épanouit. Donc, en quelque sorte, c'est un raccourci, mais nous sommes la Scikit-Learn Company et nous sommes l'opérateur exclusif de la marque Scikit-Learn. Et mes cofondateurs, nous sommes 14 cofondateurs, donc la majorité issue d'INRIA, l'équipe initiale. Ouais, des chercheurs. Donc, ils ont alors des ingénieurs de recherche qui codaient Scikit-Learn. Il y a aussi des chercheurs à INRIA qui ont rejoint le projet, mais qui restent aussi chercheurs à l'INRIA. Mais en tout cas, cette équipe-là, en fait, devient garante de la continuité, de la maintenance de Scikit-Learn, sans changer le modèle. Donc, ça reste gratuit, comme ça a été le cas pendant 15 ans. Donc, notre volonté n'est pas de changer ça. Notre volonté, c'est plutôt de créer une entreprise qui est additive et qui crée de la nouvelle valeur autour d'un nouveau logiciel qui s'appelle Score et qu'on a lancé hier. Super intéressant. On approche de la fin du podcast que j'aimerais bien terminer par une question d'ouverture. Oui. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de la souveraineté numérique à 5-10 ans? Alors 5-10 ans, c'est un temps suffisamment long pour qu'on ait pu radicalement changer les choses. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être humble. Nous avons un tas d'atouts, il ne faut pas rougir. On a une belle école d'ingénieurs, on a des gens compétents, des gens qui produisent de l'open source, souvent monétisés aux États-Unis, mais on a plein de choses. En revanche, d'un point de vue géoéconomique, nous sommes très faibles et nous sommes tributaires, locataires de solutions extraterritoriales qui font qu'on est en déséquilibre et en perte de vitesse. Il faut inverser cette tendance. Donc, plutôt que de s'enfoncer, il faut se relever. C'est possible, mais il faut s'organiser. Au niveau européen, il se passe plein de choses. Je participe à une initiative qui s'appelle Eurostack. Donc, voilà. Et, encore une fois, tout ça est convergent. Hein. Je ne suis pas tout seul. Les politiques prennent conscience, découvrent qu'on a une industrie du numérique, découvrent que le numérique, évidemment, est structurel à la société. Les algorithmes des plateformes de réseaux sociaux, en fait, on les maîtrise pas. Donc, tout ça est culturellement gênant, et même légalement. Donc, il va falloir qu'on reprenne la main. C'est le sens de l'histoire. Et donc, prise de conscience, mise en place de mécanismes. Pour moi, l'openness, c'est l'arme du challenger. Donc, on doit l'utiliser pleinement, comprendre les bénéfices de l'open source au niveau tactique, au niveau stratégique, au niveau de la politique industrielle. Le numérique n'a jamais été aussi politique, donc tout ça va dans le sens d'une possibilité. On a une fenêtre de tir. Hein. D'ailleurs, Trump nous aide. Trump nous aide à prendre conscience. Oui, je comprends. Parce qu'il met une pression tellement forte par rapport à un modèle qui est le sien. On n'a plus le choix que de prendre conscience. On n'a plus le choix. Et donc, plus il fait de bêtises et plus on prend conscience. Voilà, donc c'est un petit peu antinomique aussi, mais peu importe. Tout est bon pour qu'on prenne conscience. À partir de là, d'ici 5-10 ans, on peut espérer avoir pas de souveraineté binaire. Personne n'a une souveraineté numérique absolue. Personne, même pas les États-Unis. Par contre, on part de tellement bas qu'on peut se souhaiter d'avoir un certain degré de souveraineté numérique à travers toutes les couches qui vont du cloud jusqu'à l'applicatif, faire émerger quelques champions et aussi reconnecter un petit peu ce qui existe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le Nasdaq. Eh bien, on devrait avoir une place de marché qui accueille ces valeurs numériques locales et qui finalement font que les individus, les citoyens, peuvent investir dans ces entreprises avec fierté,
et les soutenir finalement, parce que c'est comme ça, c'est rentrer dans l'économie réelle. On doit aussi payer des licences d'entreprises locales qui génèrent des emplois, qui génèrent des impôts et qui payent pour les écoles, les autoroutes et la santé. J'ai peut-être une dernière question du coup par rapport à ça. Quel est le rôle de l'État ou de l'Europe dans ce chemin, dans cette prise de conscience? Quelles sont les choses qui devraient être mises en place au niveau européen? L'État, c'est une chose. La Commission européenne, c'est deux choses une autre. différentes. Voilà. Donc, il y a parfois un alignement, parfois pas. C'est la difficulté. La Commission européenne doit basculer d'un modèle naïf néolibéral à quelque chose qui est beaucoup plus puissant par rapport à ce qui se passe avec les États-Unis et la Chine. Faut pas oublier que Trump, a très clairement dit America First contre la Chine, ce qui veut dire que l'Europe est secondaire, accessoire dans cette doctrine. Donc on doit apprendre à fonctionner seul, et si le projet européen mérite d'être développé, je le crois, je le pense, je l'espère, il va falloir qu'on crée une unité Europe, faire du protectionnisme Europe. Ça ne veut pas dire faire du protectionnisme France. Donc, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'on doit être fier de travailler avec une entreprise allemande. Si c'est un cloud allemand qui devient le leader en Europe, c'est très bien. Même si on a des champions en France, ou l'inverse est possible. Ouais, bien sûr. Mais il faut souhaiter ça, ce qui veut dire qu'on doit développer un muscle. On doit évidemment, pourquoi pas, regarder les boîtes françaises, mais on doit regarder les boîtes européennes. Ce qui est finalement pas du tout le cas aujourd'hui. Et en fait, peut-être qu'effectivement, sur tel ou tel sujet, il y a des boîtes françaises, mais qui n'ont pas peut-être le bon niveau de performance. Si on regarde un peu plus loin, en Estonie, en Allemagne, en Italie, il y a peut-être la solution que l'on cherche. Se mettre d'accord entre nous déjà sur ce territoire européen. Mais l'État ne peut pas tout faire. Et la Commission européenne non plus, parce que c'est assez bureaucratique. Pour l'instant, ils ne servent à rien. Ils n'ont pas créé les conditions d'une souveraineté, puisque on s'enfonce depuis 20 ans, 30 ans. Donc la Commission européenne doit revoir sa copie, changer son logiciel, mais nous, citoyens, on a la capacité de voter, on a la capacité de s'intéresser, on a la capacité de choisir des solutions logicielles différemment, ne pas tomber par défaut chez les plateformes classiques. Ouais, super intéressant le point que, nous citoyens, notre arme c'est notre vote, c'est des choix. Ok, sujet complexe quand même, mais je pense qu'on a pu déjà venir décomplexifier, venir comprendre un peu mieux les choses. Merci beaucoup. On aura toutes les informations sur Square et Probable dans l'épisode, et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.